On a eu 7 décennies où on a eu une période de grâce après la Shoah, qui fait que l'antisémitisme a été, je dirais, bâillonné et on n'a pas vraiment entendu les voix vraiment, le discours antisémite, alors que depuis 2000 ans, on avait un discours extrêmement fort. Tout à coup, pendant 7 décennies, ça a été relativement calme. L'Université de Tel Aviv a publié son rapport annuel concernant la situation de l'antisémitisme dans le monde durant l'année 2022. Et pour parler de ce rapport et puis de la situation en général des actes antisémites dans le monde, nous sommes ce matin avec Dov Maimon. Dov, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour chers auditeurs. Alors vous êtes directeur de recherche au Jewish People Policy Institute et vous présentez, puisque c'est ce que vous m'avez dit juste avant l'émission, vous présentez chaque année un rapport qui compile un peu tous ces rapports justement qui sont publiés sur les actes antisémites dans le monde. Voilà, en fait, on présente un rapport annuel que vous pouvez trouver sur notre site du JPPI sur l'état des lieux du peuple juif. Donc, il y a différentes dimensions. En vérité, le plus important pour nous, c'est plutôt la vie des juifs que plutôt les ennemis des juifs. Donc la géopolitique, l'économie, la démographie, l'identité, les liens entre les relations, entre les communautés, etc. Et donc on a des indicateurs dans différents domaines, dont un indicateur sur l'antisémitisme où on essaye de voir quelles sont les évolutions, les grandes évolutions, et pour évidemment donner des recommandations claires au gouvernement sur comment on peut intervenir d'une manière intelligente. Alors c'est un rapport qui a été publié il y a 2 jours à peu près, ou peut-être un peu plus. Je crois qu'il a été publié déjà il y a 2 semaines, ou si je ne me trompe pas. Le rapport... Oui, à la veille de Yom HaShoah, donc on a différentes organisations. Il y a une dizaine de rapports à peu près dans le monde qui sortent, dont un assez important d'Ina Porat de l'Université de Tel Aviv, du Centre Cantor, et qui essaye de mettre, c'est plusieurs centaines de pages souvent, et essaye de dire voilà ce qui s'est passé avec un inventaire des différents faits, des différentes évolutions, que ce soit au niveau des tendances, au niveau des actes, au niveau des perceptions et au niveau des attitudes envers les Juifs. Alors, dans ce rapport, il montre un nombre d'actes, une augmentation du nombre d'actes antisémites, particulièrement aux États-Unis. Alors voilà. Donc je vais simplement faire vraiment une vue d'ensemble sur ce qui se passe par rapport à l'antisémitisme et les choses les plus importantes à retenir, parce qu'il y a énormément d'informations et souvent quand il y a trop d'arbres, ça cache la forêt, donc on va essayer de venir sur l'essentiel. Alors on peut dire comme ça. D'abord, on a eu 7 décennies où on a eu une période de grâce après la Shoah, qui fait que l'antisémitisme a été, je dirais, bâillonné et on n'a pas vraiment entendu les voix vraiment, le discours antisémite, alors que depuis 2000 ans, on avait un discours extrêmement fort. Tout à coup, pendant 7 décennies, ça a été relativement calme. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, c'est tout simplement, les gens n'osaient pas, face au crématoire, oser affirmer qu'ils aiment pas les Juifs et qu'ils pensent que les Juifs sont une population qui nuit à l'humanité. Mais maintenant, au fur et à mesure, et depuis maintenant le début des années 2000, on peut considérer que on n'arrive pas du tout. Alors ça, c'est le deuxième point. Résurgence inéluctable, ça devient une nouvelle normalité à peu près partout dans le monde. Ça a commencé plus en Europe. On l'a connu tous les francophones l'ont bien vu à partir des années 2000 où on a eu une recrudescence qui ne s'est pas arrêtée. Et puis c'est arrivé une dizaine d'années ou une quinzaine d'années un peu plus tard aux États-Unis avec un certain délai. Maintenant, ce qui est important, c'est que tous les efforts qu'on fait, pour l'instant, n'ont en aucun cas réussi à mitiger la recrudescence antisémite qui va probablement devenir de plus en plus importante. Il va redevenir à peu près comme c'était avant-guerre. On voit pas vraiment qu'est-ce qui pourrait empêcher ce genre de choses. On voit pas vraiment quels sont les efforts qu'on peut faire, même s'il y a des efforts qui sont importants. Je vais donner 2-3 exemples, notamment pour la France et l'Allemagne. Par l'éducation sur la Shoah, on a moins de négationnisme que dans les autres pays. Donc les pays où on fait beaucoup d'éducation, l'Union européenne fait beaucoup d'efforts. Elle a fait un plan en 2013, un plan en 2017, un plan en 2021. Les différents pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne et la France, ont fait des grands projets pour essayer d'éduquer contre l'antisémitisme avec très peu de résultats, mais quand même au niveau justement du négationnisme, oui, ça peut marcher, ça peut utiliser quelque chose. Aux États-Unis, ça dépend des différents États. Il y a des endroits où les choses sont plus fortes que d'autres, mais d'une manière générale, comme vous dit ce rapport, 180% de croissance aux États-Unis, ça devient aussi
comme on a connu et comme on a connu en Europe, et même j'avais publié un article il y a 2 ans important devant tous les dirigeants américains en disant Is America becoming Europe? Est-ce que l'Europe est en train de devenir, est-ce que l'Amérique est en train de devenir l'Europe? Ça veut dire qu'on est en train de voir avec les mêmes indicateurs le fait qu'on a la libération du discours antisémite sur Internet, puis des libérations de discours antisémites dans les universités et en politique. On a toute une série une quinzaine d'indicateurs que j'indiquais dans mon rapport en disant voilà qu'est-ce qui peut se passer et voilà ce qui va probablement se passer. Malheureusement, les choses se réalisent à peu près comme prévu. On n'a pas beaucoup de solutions, on ne sait pas trop quoi faire. Mais c'était pour vous relever le moral ce matin. Alors, est-ce qu'on arrive, Dov, à identifier quelles sont les sources justement de ces actes antisémites ou de ces déclarations, expressions antisémites? Alors, traditionnellement, c'était dans des discours qui étaient dans la marge, c'est-à-dire pour prendre la France, c'était dans l'extrême droite, dans l'extrême gauche et chez les musulmans. Maintenant, ça commence à atteindre le centre donc ce n'est plus simplement les 20%, 30% des gens qui étaient dans la marge. Il s'agit maintenant de toucher même au cœur de la nation. Les gens osent dire des choses qui ne seraient pas dites, qui ne seraient vraiment pas dites il y a 10, 20 ans, oui. Donc, les sources, je les ai indiquées. Maintenant, on a des groupes forts qui sont différents. Ça veut dire qu'on a des différences dans les différents pays. En France, par exemple, l'extrême droite, c'est surtout au niveau du symbolique. On essaye de dire aux Juifs, vous n'êtes pas vraiment des Français. Alors, on va à l'extrême droite, ils vont vandaliser des cimetières, ils vont être au niveau du symbolique. Les synagogues, écrire des choses comme ça. La gauche, c'est plutôt un discours qui s'habille en antisionisme et qui va rejeter les Juifs qui veulent participer aux différentes activités en disant en fait vous êtes que des Juifs, vous pouvez pas vraiment être de gauche, vous êtes des oppresseurs des Palestiniens, donc un vieux discours chrétien qui était derrière où les Juifs sont toujours le Satan. Et puis la violence qu'on a en France à 95% c'est des musulmans. Voilà, donc on a des différences. En Allemagne c'est un peu différent, la violence est faite par des extrêmes droites et aux États-Unis par les suprémacistes blancs. Donc on a des différences d'où vient la violence, d'où vient les discours, d'où vient le discours pseudo-scientifique, etc. On a certaines différences qui peuvent être identifiées, qui sont écrites dans ce genre de rapport, notamment dans le rapport de l'Université de Tel Aviv. Alors, les supports aussi pour diffuser cet antisémitisme ont changé ces dernières années, vous en parliez un peu aussi, et on voit de plus en plus d'expressions d'expressions antisémites sur les réseaux sociaux. Comment ça se développe aujourd'hui? Alors voilà. Donc évidemment, ça s'est beaucoup développé pendant le Covid. Donc on a eu tout à coup moins d'actes antisémites puisque les gens sortaient moins. Mais on a eu tout à coup un développement d'un discours où quand tout le monde sait ce que font les réseaux sociaux, c'est surtout un effet d'écho, des chambres d'écho. Donc les gens se parlent qu'entre eux. Et on a des réseaux on a des groupes WhatsApp ou même sur les réseaux sociaux. Donc là-dessus, il y a un petit effort qui est fait, une surveillance qui est faite par différents groupes, des gens qui font ce groupe de Conspiracy Watch en France, qui fait un travail important avec le gouvernement, avec la Fondation de la mémoire de la Shoah, et qui fait un travail pour surveiller. Il y a différents groupes qui sont à travers le monde, qui surveillent, qui dénoncent d'une manière même systématique en utilisant l'intelligence artificielle aux différents acteurs, Instagram, Facebook, évidemment, et surtout Twitter. C'est là-bas qu'on a 80% de l'antisémitisme se retrouve sur Twitter. Donc, et qui vont dénoncer en identifiant les thèmes, les langages, les mots codés, etc. Et qui vont essayer de demander à ces grandes plateforme d'annuler, de supprimer les messages antisémites. C'est fait qu'à 20% malheureusement. Donc il y a encore un grand effort à faire à ce niveau-là. Déjà que sur les réseaux sociaux, on peut pas empêcher les groupes WhatsApp, c'est très difficile d'arrêter les messages des gens qui sont ici ou là. Mais évidemment, la plateforme principale, c'est les réseaux sociaux et c'est l'Internet. Donc c'est là-dessus que se passe le discours qui se traduit ensuite en actes. Il faut bien comprendre que quand on fait du shaming sur quelqu'un, alors quand une personne tout à coup est blacklistée, eh ben ça peut agir ça peut pousser, comme chacun sait, ça peut pousser les gens très très dans une marginalisation sociale, et c'est ce qu'on voit notamment même en France, une marginalisation sociale qui fait que les Juifs se retrouvent de plus en plus dans l'entre-soi. Entre eux, ils préfèrent ne pas trop fréquenter les autres, ils osent pas parler de ce qui se passe en Israël au travail ou à l'université, ils sentent qu'avec les autres on a un double langage, un langage qu'on peut parler dans l'entre-soi et le langage qu'on peut partir à l'extérieur. C'est créer des problèmes psychologiques graves qui donnent une certaine
même une certaine pathologie mentale qui peuvent être malsains. Bon, la solution à tout ça, c'est de venir habiter en Israël. Bien entendu, au bout d'Israël, personne n'a jamais caché le fait qu'il était juif. Alors, on va terminer. Donc ça, c'est un petit message de sionisme en profitant qu'on s'approche de Yom Ha'atzmaut. Et que la seule réponse qu'on a à la Shoah, et c'est quand même d'avoir quand même une capacité de se défendre et ne plus compter sur les grandes puissances pour nous protéger. Alors justement, je voudrais qu'on termine sur Israël et le gouvernement israélien. Vous avez dit que vous présentiez chaque année ce rapport donc au gouvernement israélien. Et est-ce qu'il y a des actions? Est-ce que le gouvernement israélien agit justement pour essayer de faire diminuer ce nombre d'actes antisémites dans le monde? Oui, jusqu'à présent, il y avait deux parties. Une partie qui était au ministère des Affaires étrangères, une partie qui était au ministère de la Diaspora. Tout a été rassemblé avec Amichai Shikli dans le ministère de la Diaspora. Eux, ils utilisent énormément de choses. Souvent, ils ne travaillent pas en direct parce que c'est pas toujours bien que ce soit l'État d'Israël qui soit le protecteur. Il faut mieux utiliser des organisations juives ou non juives qui sont sur le terrain et qui sont locales parce que c'est comme ça qu'on peut défendre. Puis il faut comprendre aussi, voilà. Donc l'État d'Israël fait beaucoup de choses. Je peux dire deux choses qui ont un impact énorme. C'est par exemple l'interdiction des choses qui ne semblent pas de l'antisémitisme parce que ça apparaît sous d'autres formes, comme l'interdiction de l'abattage rituel et l'interdiction de la circoncision. Et ben, c'est des choses où l'État d'Israël est intervenu et chaque fois qu'il y a eu les menaces ont été empêchées sur la circoncision, il y en a eu quand même 11 en Europe, ça a été l'État d'Israël ou le gouvernement américain qui sont intervenus par des voies diplomatiques parce qu'on n'avait pas gagné sur la voie judiciaire ou juridique. Et on était, et la population locale, les juges locaux, les politiques locaux ne faisaient rien, sauf quand il y a eu des interventions à un autre niveau. Donc l'État d'Israël intervient, mais n'intervient pas toujours. L'État d'Israël a un rapport ambivalent par rapport à l'antisémitisme. Dans une certaine mesure, on peut considérer que l'antisémitisme prouve bien l'urgence d'avoir un État d'Israël, d'avoir une capacité de souveraineté juive, une capacité de se défendre. Donc c'est une relation un peu compliquée. On faudrait développer ça plus longuement dans un autre cadre, mais d'une manière générale, l'État d'Israël intervient. Pour l'instant, on n'a pas considéré l'antisémitisme comme une menace pour le peuple juif. Pour l'instant, ce qui est une menace existentielle pour le peuple juif, c'est l'Iran, le Hezbollah, le Hamas éventuellement, et puis la marginalisation sociale qui pourrait arriver aux États-Unis et qui, elle, risquerait, voire l'assimilation, qui sont des menaces bien plus importantes pour le peuple juif que l'antisémitisme. L'antisémitisme a toujours un effet, un glaive à double tranchant qui rapproche les juifs entre eux et d'un autre côté entraîne une maranisation d'une grande partie des juifs qui diminue le profil juif pour ne pas être justement trop reconnu. Mais ça marche plus beaucoup aujourd'hui avec Internet, les gens vous retrouvent. Donc on est dans une situation qui évolue, qu'il faut suivre et malheureusement, on ne sait pas trop comment empêcher ce genre de choses. Dov Maimon, directeur de recherche au JPPI, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous et de nous avoir donné ces explications. Merci beaucoup, bonne journée.